17 sur 20, c'est la note que j'attribue à cette saison 2024 de Formule 1. Quelle année on a vécu les amis, souvenez-vous du Grand Prix de Bahreïn où on s'attendait à une nouvelle année de domination Red Bull et finalement on termine avec 6 vainqueurs différents en 6 courses de Bakou à Las Vegas. Au total sur l'ensemble de la saison on a 7 pilotes différents qui se sont imposés, sachant que tous s'imposent au moins 2 fois, ce qui est une première dans l'histoire de la Formule 1, avec au total 4 écuries qui font un doublé. Au-delà de ça, on a vécu des moments exceptionnels, la 104e victoire de Lewis Hamilton à Silverstone en plus, la première victoire de Leclerc à Monaco, le double podium des Alpines au Brésil ou encore la victoire de Max Verstappen et cette remontée exceptionnelle à Sao Paulo. Bref, 2024, c'était fou. Mais en attendant 2025, qui pourrait être encore plus dingue, j'aimerais que l'on revienne sur cette saison en attribuant des notes aux acteurs qui ont fait cette saison. Alors c'est pas un concept très original, j'en suis conscient, je suis ni le premier ni le dernier à le faire. Cette année, il y a au moins les pistonnés qui ont sorti leur vidéo, ils la font chaque année, c'est toujours excellent, donc je vous invite à aller les voir. Mais ça n'empêche que j'avais envie de donner mon avis et d'avoir le vôtre. Donc c'est parti. Red Bull, 11 sur 20. On attaque avec les vainqueurs du titre pilote, même si... Qu'est-ce qu'elle a été décevante cette saison de Red Bull. Enfin, reprojetons-nous à Bahreïn, où, comme je le disais en intro, on était sûr qu'ils allaient dominer la saison. Il y a 7 victoires sur les 10 premiers Grands Prix. Mais derrière, ils se sont complètement perdus. C'est absolument dingue. Alors tout avait commencé, et on en avait déjà parlé en début d'année avec l'affaire Christian Horner et les querelles en interne qui se sont poursuivies tout au long de l'année. On a eu vraiment 2 clans qui se sont structurés avec d'un côté Christian Horner, de l'autre le clan Verstappen, Helmut Marko également. Bref, il y a eu beaucoup de tensions au sein de cette écurie. On pourra quand même relever le fait que finalement ça a tenu jusqu'au bout de l'année. Christian Horner est toujours en place et vraisemblablement a toujours de l'autorité, peut-être plus autant qu'auparavant, mais il a quand même réussi à se maintenir dans une position assez forte. Mais derrière le problème, ça a été la piste. Il y a des évolutions qui ont été complètement manquées. Le concept global de cette RB20 n'était pas bon, ou en tout cas pas suffisamment bon. Alors on parlera de Sergio Pérez dans quelques instants, mais lui ça fait depuis le printemps 2023 qu'il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on n'avait pas voulu l'écouter. Bon, ça paraît quand même logique parce que Max Verstappen avait remporté 19 courses l'an passé, donc bon, on voulait pas trop croire le fait qu'il y ait des problèmes sur cette voiture, mais force est de constater que quand on a 2 pilotes, c'est quand même parfois pas mal de les écouter, puisqu'en remontant le fil de leurs erreurs cette année, ils se sont rendus compte que ça fait plus d'1 an qu'ils étaient partis dans la mauvaise direction, et résultat, le temps de corriger le tir en fin de saison, Red Bull a laissé filer de très gros points. Cette saison signe à la fois l'échec de cette stratégie de tout miser sur Max Verstappen, puisqu'ils y ont perdu le titre constructeur et assez largement, mais c'est aussi la réussite de cette stratégie, puisqu'il y a le titre pilote à la fin qui est leur principal objectif. Maintenant, on va pas se mentir, la saison elle reste globalement mauvaise et les dirigeants de Red Bull en conviendront. Finalement, heureusement que le Néerlandais était là pour porter cette écurie à bout de bras. Pour la première fois depuis 1983, un pilote est champion du monde des pilotes alors que son écurie n'est que 3e au classement constructeur. La perte de Verstappen est dingue, là-dessus il n'y a pas de doute, mais on peut en revanche être très inquiet pour Red Bull par la suite. Il y a déjà eu une première fuite des cerveaux, Adrian Newey est parti, mais c'est pas le seul. Jonathan Whitley également s'en va du côté de chez Stake pour prendre la tête de l'écurie Audi en 2026. C'est inquiétant, et surtout ce qui serait très inquiétant, c'est le jour où Verstappen va s'en aller. Le jour où Verstappen s'en va, là Red Bull est vraiment très mal. Bon, puisqu'on est sur lui, 18 sur 20, c'est la note que j'attribue à Max Verstappen sur cette saison 2024. Il est le meilleur pilote du monde. Tout simplement, on peut pas dire autrement. Cela fait 4 ans que ça dure, ou allez, 3 ans, 2021 ils étaient 2. On en a déjà parlé pour se demander si 2024 n'était pas son plus beau titre. Bon, la conclusion était que certainement pas, mais ça reste quand même un titre complètement dingue. Je vous invite à aller voir la vidéo, c'est pour ça que je ne vais pas plus m'attarder que ça sur Verstappen, parce que au global en 2024, il a toujours tout maximisé. Pour rappel, mais les évolutions de McLaren qui les font passer devant arrivent à Miami. Et après Miami, Verstappen gagne 3 des 4 courses suivantes. Et depuis le Grand Prix de Miami, Max Verstappen a marqué plus de points que Lando Norris. C'est ça la statistique qui est dingue, c'est que même sans la meilleure voiture, le Néerlandais parvient à être le pilote qui inscrit le plus de points. Sa saison, elle est juste fabuleuse. Même quand en milieu de saison, il n'avait plus du tout la voiture, et il était là pour assurer les points intermédiaires, parfois seulement des 4, 5e places. À un moment, il était complètement absent des podiums. Mais malgré ça, il restait au contact de Lando Norris, qui est devenu son principal adversaire. Et une fois qu'il avait compris ça,
Ah, honnêtement, c'était foutu pour le Britannique. Hein. Quand il a commencé à juste se concentrer sur « je dois finir devant Norris » ou en tout cas « je ne dois pas perdre de points sur lui », bah, c'est là qu'il y a eu Austin, Mexico, des manœuvres limites, certes, mais qui lui ont permis de prendre un ascendant psychologique qui a été décisif. C'était pas toujours très propre, mais ça reste la façon la plus efficace de gagner un championnat du monde. Sergio Pérez maintenant, bah 4 sur 20, il y a eu 4 podiums cette année, donc 4. Je vais pas chercher plus loin, hein, honnêtement, le début de saison il est bon, enfin oui si il est bon, le début de saison il fait son travail, il y a quelques podiums, il est à peu près là où on lui demande, mais dès lors que la Red Bull n'a plus le rythme, bah, il a coulé quoi. La fin de saison elle est catastrophique. Il enchaîne les éliminations en Q1, en Q2, allez, à la limite c'était déjà pas mal, il rentre plus dans les points, il y a des abandons, enfin vraiment plus rien n'allait. A priori, c'en est terminé de son aventure avec Red Bull. En tout cas, Julien Febvre l'a annoncé sur Canal+ au moment où je tourne cette vidéo. Peut-être que c'est déjà officiel lorsqu'elle sort, mais honnêtement, j'ai même pas envie de l'enfoncer parce qu'il n'est pas aidé dans cette équipe. Hein. Clairement, on l'a bien compris, on en parlait avec les améliorations, il n'est pas écouté. Mais on peut aussi comprendre pourquoi il n'est pas écouté en fait. Hein, parce que les perfs, elles sont catastrophiques. En fait, c'est mieux pour tout le monde que ça s'arrête, même pour lui, parce que là, il est en train de détruire sa réputation, alors que, même si je l'aime pas, c'est quand même un bon pilote qui a fait de très belles perfs en Formule 1. Et ouais, il est temps que ça s'arrête. À la limite, il y aura peut-être un retour l'année prochaine avec Cadillac, il y a des rumeurs. Mais là, avec Red Bull, l'histoire, elle est finie. McLaren, 18 sur 20. Certains me trouveront peut-être un petit peu gentil, mais vraiment, je trouve qu'il ne faut pas minimiser ce qui a été fait pendant cette saison 2024 et surtout sur les 2 dernières années. Souvenez-vous du début de saison 2023, McLaren est dernière, littéralement. Ils étaient au fond du trou et 2 ans plus tard, même pas 1 an et demi plus tard, ils sont champions du monde des constructeurs. L'année dernière, leur montée était déjà dingue, mais on pouvait se dire, allez, c'est qu'un petit coup d'éclat. Cette année, ils commencent bien, hein, ils sont à peu près 3e force du plateau en début de saison, on se dit que c'est déjà vraiment pas mal, mais ils ont fait bien plus que ça encore. Ils sont devenus la meilleure voiture, ils ont eu la meilleure voiture tout simplement, ils sont devenus dominants. Alors ils n'ont pas tout optimisé, c'est certain, mais franchement, déjà arrêtons-nous sur cette perf absolument dingue. Là-dedans, on salue forcément le travail de Zak Brown qui est arrivé fin 2016 dans une écurie qui était au fond du trou, qui a traversé la période Covid où ils étaient pas loin de mourir, hein, honnêtement. La crise était telle qu'ils ont dû vendre Woking, qui est quand même le siège historique de l'équipe. Et finalement, malgré ça, ils sont revenus au sommet. Saluons aussi le travail d'Andrea Stella sur le muret des stands, parce que on était beaucoup à être sceptiques, et je m'inclus clairement là-dedans. Au moment où Andreas Seidl s'en va, on se dit, oula, Stella, c'était un ingénieur de course à la base, est-ce que ce rôle-là va vraiment être bon pour lui? On avait un petit peu peur que ça fasse une Mattia Binotto. Bon finalement ça a été très bon. Alors ça n'a pas été parfait dans la gestion des pilotes, notamment dans l'exécution au global, hein. Il y a eu des stratégies qui ont été mauvaises, il y a eu des erreurs déjà sur les stratégies en course, mais sur les stratégies entre les 2 pilotes où clairement à certains moments Piastri aurait dû laisser passer Norris. En tout cas si on voulait maximiser nos chances pour le titre pilote, enfin je dis les chances de McLaren pour le titre pilote, il aurait fallu faire ça. Maintenant, il fallait aussi et surtout réapprendre à se battre pour un titre. Ça fait plus de 15 ans qu'ils n'avaient pas gagné un titre. Le dernier titre constructeur, c'était 1998. Enfin, rendons-nous compte quand même d'à quel point McLaren revient de loin. Alors certes, c'est pas un titre gagné haut la main. Il n'y a que 6 victoires, ce qui est vraiment peu, surtout dans une saison à 24 Grands Prix. Mais voilà, on va quand même saluer la performance. Et sans être un fan spécialement de McLaren, je trouve que c'est quand même une très bonne chose pour la Formule 1 de savoir qu'ils ont remporté le titre, qui plus est en se battant avec Ferrari. C'est les 2 écuries les plus historiques de la Formule 1 qui sont au sommet, et ça on peut s'en réjouir. Côté pilote, ce sera un 16 sur 20 pour Lando Norris. Alors vous allez peut-être me trouver un petit peu dur parce qu'il fait une excellente saison, vice-champion du monde, dans l'année quand même où il remporte sa première victoire en Formule 1, il en a remporté 4 au total. Maintenant voilà, il y a quand même eu des erreurs, quand même eu des moments où sous la pression, il n'a pas toujours pris les bonnes décisions. Je vais pas du tout chercher à l'accabler ou quoi que ce soit, mais tout ça pour dire que 2 points de moins sur la note globale que Max Verstappen, ça me paraît pas scandaleux. 16 sur 20, c'est une vraie bonne saison. Lando Norris a dû apprendre à se battre pour un titre. C'est très très rare de remporter le titre dès sa première tentative. J'y pensais, mais depuis 2000, il y a Alonso qui l'a fait. Il y a Verstappen en 2021, ça se joue pas à grand chose. Et il y a Button en 2009, mais là aussi il y a beaucoup de circonstances. Donc clairement, c'est normal de pas remporter le titre sur sa première année. Maintenant, la question quand même se pose de savoir s'il aura beaucoup d'autres opportunités à l'avenir, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait le futur de McLaren.
et parce qu'il a un coéquipier qui pousse très fort à la porte. 16 sur 20, c'est également la note que j'attribue à Oscar Piastri. Quelle saison fabuleuse du pilote australien, et n'oublions jamais que ce n'est que sa deuxième année en Formule 1. Parce que oui, on est tellement conditionné au fait de se dire que lui c'est sûrement un futur champion du monde, et il nous l'a encore prouvé cette année, que parfois on en attendrait peut-être encore un petit peu plus. Voilà, le début de saison a été un peu compliqué, la fin de saison aussi a donné l'impression qu'il en avait plus grand chose à faire, qu'il voulait juste assurer le constructeur, mais que bon, le fait de devoir jouer les faire-valoir de Norris, ça lui avait pas vraiment plu. Mais voilà, cette année 2024, elle a été fabuleuse de la part de Piastri. Il y a quand même sa première et ses deux premières victoires en Formule 1. Bakou, il est impressionnant de maîtrise. Même la Hongrie, il y a cette stratégie qui vient mettre le bazar, mais il la mérite, sa victoire. Il avait un très bon rythme et il a fait ce qu'il fallait pour s'imposer. Et puis au global, sur l'année, il est d'une froideur. Mais c'est impressionnant, ce mec ne subit pas la pression. Honnêtement, enfin c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est clairement un champion du monde en puissance et que Norris a clairement de quoi s'inquiéter. Autre statistique impressionnante, il a bouclé tous les tours de cette saison 2024 de Formule 1. Il n'y en avait que 3 qu'il avait fait avant lui, Schumacher, Hamilton et Verstappen. Ça classe un homme. On peut aussi, par la même occasion, saluer la fiabilité de la McLaren, parce que pour faire ça, il faut une voiture extrêmement fiable. Et McLaren, au global, n'a pas d'abandon comptabilisé sur cette saison, puisque le seul qu'il pourrait y avoir, c'est Norris en Autriche, et il est classé à 7 tours du leader. Donc, ouais, saison de dingue. Pour Piastri, il prend quand même 24 en qualification. Donc voilà, il va y avoir un petit boulot à faire là-dessus, mais il est en fait l'extrême inverse de Lando Norris. Lando Norris qui est un pilote rapide, fougueux, mais un petit peu irrégulier et qui commet des erreurs. Par contre, quand il donne dans un bon jour, comme à Singapour ou à Abu Dhabi, il est surdominant. À l'inverse, Piastri, il est d'une froideur, et je pense qu'à l'avenir, il sera d'une régularité assez impressionnante. 17 sur 20, Ferrari a réalisé sa meilleure saison depuis 2008. Sur le plan comptable, c'est un fait, 652 points pour la Scuderia Ferrari. Il ne l'avait jamais fait. Bon, on peut remercier aussi le barème et les 24 Grands Prix, mais il n'échoue qu'à 14 points du titre. Honnêtement, cette saison 2024 de Ferrari, elle est excellente. Dans l'exécution aussi, elle est très très bonne. Alors on peut regretter ce mois de juin et ses améliorations ratées qui leur ont coûté très cher. En fait, ça leur coûte déjà le titre pilote, qui est très vite devenu inaccessible, et puis à la fin du bal, ça leur coûte également le titre constructeur, malheureusement pour pas grand chose. Mais la vraie satisfaction de cette année, c'est que Vasseur, ça va marcher en fait. Enfin, j'en suis maintenant, je l'étais déjà, mais j'en suis déjà complètement convaincu. Puisque souvenez-vous où la Scuderia en était quand il arrive fin 2022. On se moquait d'eux, il y avait des erreurs de stratégie, c'était clownesque, il y avait le fameux we are checking. Là aujourd'hui les gars, Ferrari est devenu l'équipe la plus solide. En fait, à l'avant du peloton, il n'y a pas plus solide et régulier que la Scuderia. Sur l'ensemble de la saison, c'était très rarement les meilleurs, mais par contre c'était quasiment toujours les deuxièmes meilleurs. Donc oui, j'en suis convaincu, Vasseur va ramener ce titre tant attendu chez Ferrari. En fin de saison, c'est également la meilleure écurie. Il manque peut-être qu'une ou deux courses pour qu'il dépasse McLaren. Ils finissent très très fort cette année 2024. Bref, on a vraiment hâte de 2025, d'autant plus que Lewis Hamilton va arriver dans cette structure. Il y aura sûrement une première opportunité de jouer le titre dès l'année prochaine. Après 2026, en plus, il y aura un changement de réglementation, donc on ne sait pas trop où en seront les uns et les autres. Bref, 2025 peut enfin être l'année de Ferrari. 17 sur 20 pour Charles Leclerc, c'est tout simplement sa meilleure saison en Formule 1. Il n'a jamais été aussi régulier. La vitesse, on a toujours su qu'il l'avait. Mais là, à l'exception d'un trou d'air entre le Canada et la Grande-Bretagne, qui correspond à ce fameux mois de juin où il y a eu les améliorations ratées chez Ferrari, bah sinon, en dehors de ça, il a toujours fini dans le top 5. Toujours dans le top 5. Sachant que, on va quand même rappeler le contexte, cette année, il y avait 8 voitures qui étaient régulièrement à la lutte. Ouais. 7, il n'y avait pas Pérez, mais il y avait 8 voitures qui étaient régulièrement à la lutte les unes avec les autres, et bah Leclerc s'en sortait toujours. Et en plus de ça, il a plutôt bien choisi ses victoires. La première victoire à Monaco, la malédiction est brisée, et là aussi, il y avait un petit côté de, ok, il va pouvoir passer un cap, briser un petit peu ce plafond de verre, et maintenant Leclerc... il est prêt quoi. On l'a vu à Monza, la solidité encore une fois. À Austin, là aussi il a été parfait pendant la course. Bref, là aussi, hâte de voir 2025. 16 sur 20 pour sa dernière saison avec la Scuderia Ferrari. Carlos Sainz a lui aussi été bluffant. Et on en a vu des départs ratés. Généralement, lorsqu'on annonce que vous partirez pour une autre équipe,
bon bah vous pouvez ne plus en avoir grand chose à faire. Lui ça a été tout l'inverse, il était remonté à bloc, le début de saison était dingue. Cette victoire en Australie sous retour de l'appendicite, bah c'est sûrement la plus grande performance de sa carrière, mais vraiment c'est une performance dont on ne savait pas que Carlos Sainz en était capable, c'était dingue. Et c'est pas la seule, sa dernière victoire avec Ferrari, ce sera le Mexique en toute fin de saison. Donc ouais, il a été excellent cette année. Alors oui, il finit à 60 points de Charles Leclerc, mais rapporté à une saison de 24 courses, ça fait 2,5 points par week-end. Donc c'est comme s'il terminait juste derrière chaque week-end, ce qui est finalement loin d'être scandaleux. La saison, elle est très très bonne. Ok, il est 2 points derrière Piastri, on aurait pu attendre qu'il finisse devant vu que c'est que la deuxième saison de Piastri, mais sans l'Arabie Saoudite où il était absent, bah, il aurait été devant. Bon, j'en profite pour caler un mot rapide sur Oli Berman, on va pas le noter, hein, il a fait que 3 courses chez Ferrari puis chez Haas, mais ses apparitions ont vraiment été bluffantes, notamment au volant de la Ferrari. C'est des points qui auraient pu être très précieux en fin de saison pour aller chercher le titre. Il a rempli le contrat et j'ai vraiment hâte de le voir chez Haas l'année prochaine. 13 sur 20. Pour Mercedes, c'était une saison aussi difficile à juger que leur voiture est difficile à comprendre. Honnêtement, j'ai pas vraiment compris l'année 2024 de Mercedes, mais comme eux n'ont pas compris leur monoplace, c'est ça qui est fou, c'est que dès qu'ils performaient, ils savaient pas nous expliquer pourquoi. Le meilleur exemple, c'est Las Vegas, où vraiment ils sont sortis en disant « Bon, on a gagné, mais va falloir qu'on essaye de comprendre pourquoi. » Alors ok, la voiture fonctionne bien dans les basses températures, ouais, mais leurs autres victoires, c'est Autriche, Grande-Bretagne, Belgique, soit en plein milieu de l'été. Alors ok, il y avait des conditions un petit peu qui ont aidé, parfois je veux bien l'entendre, avec la pluie, mais ouais, au global, cette voiture, ils n'arrivaient pas à la comprendre, et c'est ça finalement le plus inquiétant même pour la suite. Cette voiture, elle avait certainement un potentiel, mais il fallait la mettre dans une fenêtre de performance tellement spécifique qu'ils n'y sont quasiment jamais parvenus, et au final, ça donne une saison tellement irrégulière que ouais, notamment sur la fin de saison, je pense qu'ils nous ont tous extrêmement déçus parce que juste avant la trêve estivale, on se disait ah ils sont en train de revenir dans le match et puis en fait non. Finalement, comme l'on dit, je crois que c'était les pistonnés ou alors c'est des Piellos. Chez l'un ou l'autre, j'ai entendu ça, mais Mercedes, c'était le tube de l'été. Voilà, cet été, ils nous ont fait rêver. Il y a eu de très belles histoires à raconter. Mais au-delà de ça, ils n'étaient toujours pas dans la lutte pour le titre. Ils terminent 4e, ce qui est leur pire classement depuis 2012. Et le problème, c'est qu'en parallèle, McLaren et Ferrari, eux, sont parvenus à se jouer le titre, et Mercedes n'a pas réussi à accrocher le wagon. 13 sur 20. Lewis Hamilton avait très bien attaqué sa dernière année avec Mercedes, on le sentait motivé, l'envie de laisser une image positive avant de partir chez Ferrari. Il dominait George Russell en début de saison. Il y a eu cette histoire exceptionnelle de Silverstone, les larmes à l'arrivée. C'est l'un des moments les plus forts de cette saison 2024 de Formule 1. Je pense qu'on a tous été émus derrière notre écran. Ce qui est fou de se dire ça pour un pilote qui a 105 victoires en Formule 1, mais ce moment-là, ça faisait tellement longtemps à l'échelle de Lewis Hamilton que vraiment c'était un très très beau moment. Ensuite, il y a eu la victoire en Belgique, mais on aurait presque aimé qu'il ne la gagne pas finalement pour qu'il reste sur cette seule victoire à Silverstone dans cette saison 2024, parce que la Belgique, franchement, Russell l'a mérité, il a fait tout ce qu'il fallait pour. Après, Hamilton fait aussi un super week-end, hein, c'est pas la question. Et puis il y a eu cette deuxième moitié de saison beaucoup plus compliquée, où sans doute qu'il n'avait plus toutes les améliorations, qu'on commençait à lui cacher certaines choses aussi chez Mercedes, et où il a complètement perdu le rythme en qualification. Lewis Hamilton, en début de carrière, c'était le meilleur en qualification. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un pilote de course. À un point où c'était presque inquiétant, hein, en fin d'année, honnêtement, il avait complètement perdu le rythme et lui-même était démotivé, c'était assez triste à voir. Pour autant, il était moins mauvais qu'on a pu le penser le dimanche. C'est lui qui en cumulé a gagné le plus de places sur cette saison 2024 de Formule 1. Il a été très bon les dimanches. Les adieux à Abu Dhabi étaient vraiment beaux, assez émouvants. Je pense que tout le monde l'a vécu un petit peu à sa manière. C'est pas non plus une retraite, hein, voilà, parce que maintenant je suis surtout, en fait moi j'étais surtout impatient de voir ce qu'il allait donner chez Ferrari. C'est pour ça que l'émotion m'a peut-être pas autant gagné que certaines autres personnes, mais pour lui c'est quand même la fin d'un chapitre très important dans sa vie. Et maintenant, on a juste l'espoir qu'il va pouvoir performer avec la Scuderia. 15 sur 20, George Russell est devenu le leader que l'on attendait. Avec le départ de Lewis Hamilton, il fallait combler cette place. On va lui donner les clés, puisque c'est Andrea Kimi Antonelli qui sera à ses côtés l'année prochaine. Et clairement, le Britannique a montré qu'il avait les épaules. Alors, le début de saison était un petit peu poussif, hein, il était un petit peu dominé par Hamilton. Mais au bout de l'année, quand on fait le bilan global,
En qualification notamment, où on a dit qu'Hamilton avait du mal, il y a quand même 19,5 pour Russell. Donc ouais, clairement, il a mis à mal son coéquipier, il fait une super saison. Alors sa première victoire, c'est l'Autriche, elle n'est pas méritée, mais ça compense un petit peu la victoire qu'il perd en Belgique, alors que là, franchement, il la méritait. Il y a cette victoire en fin de saison à Vegas, qui est là aussi excellente. Alors Hamilton, bon, bah, malheureusement pour lui, avait raté ses qualifications et une nouvelle fois a été cantonné à une remontée le dimanche, mais Russell lui a parfaitement géré sur l'ensemble de ce week-end. Donc ouais, très belle saison de George Russell et hâte de voir la suite maintenant avec Mercedes. Sur 20, Aston Martin est toujours sur la grille de Formule 1 2024. Et oui, je m'en suis aperçu en faisant le classement parce qu'on ne les a pas vus. Là honnêtement, ils sont portés disparus. Alors le début de saison était pas mal quand même, il y a eu quelques bonnes performances. On est rentré dans le top 5, notamment pour Fernando Alonso en Arabie Saoudite. Mais derrière, le trou d'air, c'est... Les explications, on les a pas vraiment, à part qui sont tournés vers l'avenir. Bon, les améliorations n'ont surtout pas marché, hein, c'est ça le principal problème, mais ils ont l'air d'être tournés vers 2026. Donc ça veut dire que 2025, ce sera encore compliqué. Ils ont presque de la réussite au final d'avoir gardé cette 5ème place au classement constructeur, parce que franchement sur la deuxième moitié de saison, ils sont rarement 5ème, hein. Ils sont souvent dépassés par des Haas, des Alpine, même parfois des Racing Bulls. Ouais, la saison a été très dure. 14 sur 20 comme son numéro de pilote, c'est la note que j'attribue à Fernando Alonso. Il était vraiment présent en début de saison, dans la lignée de 2023, on le sentait motivé à aller chercher des performances, même s'il avait conscience que l'Aston était clairement plus en retrait que l'année dernière, et contrairement à McLaren, il n'avait pas réussi à se maintenir au niveau des leaders, et puis derrière, il a subi la chute de performance, hein, finalement. Alors il y a quand même eu quelques moments d'agacement, où on a retrouvé le Alonso toxique que l'on n'aime pas voir, le Alonso qui peut pourrir une équipe de l'intérieur. Il y a eu aussi quelques erreurs, hein, voilà, qui n'arrivaient pas auparavant, et maintenant à 43 ans, Fernando Alonso commence enfin à faire des erreurs et à nous prouver aussi qu'il est humain et qu'il est quand même plutôt sur la fin de sa carrière que sur le début. Maintenant, je pense qu'au global sur la saison, je lui mets quand même 14 parce que on peut pas lui reprocher grand chose, et dès qu'il y avait des opportunités à saisir, il était quand même là. Lance Stroll non noté, j'ai pas envie d'en parler, sincèrement. On a fait une vidéo sur lui il y a 1 an et demi, rien n'a changé, on l'a pas vu de la saison, il n'y a pas une performance. Ah si, il y a un truc marquant. Voilà, il s'est juste distingué dans le ridicule au Brésil, il a aucune envie. En fait, j'ai pas envie de parler de lui parce qu'il a pas envie de parler aux médias. Voilà, et moi j'ai envie de devenir journaliste, donc je sens déjà qu'il va m'agacer, mais ouais, non, je sais pas, t'as pas envie, quoi. Si t'as pas envie d'être là, juste va-t'en, en fait. Il y en a plein des pilotes talentueux qui attendent ta place. Alpine, 10 sur 20. Ça m'énerve. Sincèrement, ça m'énerve de leur mettre la moyenne. Sauf qu'on est en Formule 1, et en Formule 1, on juge par les résultats. Pas que, je sais. Mais en attendant, en moins de 6 mois, Flavio Briatore a déjà eu des résultats. Avec ses méthodes, certes, la progression est quand même dingue. En début de saison, ils sont à la rue. La voiture, elle est pourrie, il y a 15 kilos en trop, il n'y a rien qui va. En fin d'année, alors il y a ce double podium exceptionnel au Brésil qui vient clairement fausser la donne, mais il y a quand même cette deuxième ligne de Pierre Gasly, c'était à Las Vegas, il y a le top 5 au Qatar, il y a encore les performances d'Abu Dhabi, bref, la fin de saison est vraiment bonne, et surtout en fait, ils ont réussi à aller chercher cette 6ème place et à la garder. Ils finissent aussi bien que l'année dernière, alors que la saison est vraiment mauvaise. Pierre Gasly, 15 sur 20, sa saison est vraiment très bonne, sa fin de saison surtout. Ouais, je vais surtout juger la fin de saison, parce que le début, franchement, vu ce qu'il conduisait, il est quand même dur à juger. Alors, il était dominé par Ocon en début de saison, là-dessus, on va pas faire abstraction. Maintenant, il y avait tellement rien à aller chercher que... C'est peut-être aussi un des défauts de Pierre Gasly, c'est quand il n'y a rien à aller chercher, c'est pas le plus motivé, mais dès qu'on lui a donné les armes et qu'on lui a demandé de s'affirmer comme le leader de l'écurie, il l'a fait, et il l'a très bien fait. Enfin, l'enchaînement, alors déjà le podium au Brésil, il est fou, parce que lui il part quand même de beaucoup plus loin que Esteban Ocon, certes il finit derrière, mais il part de loin. Et puis derrière, l'enchaînement Vegas, Qatar, Abu Dhabi, c'est vraiment excellent. Donc voilà, même si ma petite préférence va à Ocon en général, je dois saluer le boulot du Français cette année. Le deuxième pilote d'Alpine, c'est Jack Doohan, apparemment, hein, vu la communication en fin de saison, je sais pas, c'est lui qu'on a fait signer les remerciements pour la fin d'année, c'est lui qui est sur la photo de famille, c'est lui qui dispute le dernier Grand Prix, enfin bref, la com d'Alpine, vraiment, ça a tendance à m'énerver. Esteban Ocon, 12 sur 20.
Quelle indignité, franchement. La façon dont Alpine le lâche en fin de saison, c'est vraiment... c'est vraiment d'une mocheté. J'ai vraiment rarement vu ça. Parce que le début de saison d'Esteban Ocon, il est très bon. Hein. Esteban Ocon, en Arabie Saoudite, il se bat pour des points alors qu'il n'a pas du tout la voiture. Il domine Pierre Gasly, hein, on va quand même le rappeler, remettre les points sur les i. Sauf qu'Esteban Ocon commençait à discuter avec d'autres écuries, à faire savoir qu'il avait peut-être envie de partir. Et Alpine ne lui a jamais pardonné la façon dont il a été pourri après Monaco. Enfin, Alpine a contribué à ce que le mec se fasse harceler sur les réseaux sociaux, quand même, qu'on s'en rende compte. Enfin, alors oui, Ocon fait de la merde hein, à Monaco, il n'y a pas de doute là-dessus. Il fait une connerie, mais il l'a assumé. Et derrière, on a voulu le suspendre pour une course. Mais les gars, vraiment. Et puis alors, la fin de saison, pareil. Le virer comme ça, à une course de la fin, alors que le mec, il a prévu un casque spécial et tout, que... Enfin, je sais pas, il a porté le projet Alpine, quoi. Il est là depuis 2020, il a ramené 4 podiums, la seule victoire de l'écurie, et c'est comme ça qu'on le traite. Franchement, ça me dégoûte. Ouais, c'est à l'image d'Alpine qui lâche le moteur Renault, qui devient une écurie britannique, hein, tout simplement, parce qu'il n'y a plus rien de français là-bas. C'est moche. Peut-être que ça va gagner, Flavio, hein. Peut-être que tu vas y arriver. Mais vraiment, c'est laid. As 15 sur 20, c'est vraiment la très bonne surprise de cette saison. C'est le top, hein, tout simplement, ni plus ni moins. Et je pense qu'en début d'année, personne n'aurait parié là-dessus, mais ils ont maximisé chaque opportunité. Franchement, ce qu'ils ont fait, à chaque week-end, être là, se battre pour les points, mettre en place des stratégies pour, même quand ils n'avaient pas le rythme, aller chercher des points. Je repense à l'Arabie Saoudite et cette stratégie complètement dingue de sacrifier Kevin Magnussen pour permettre à Nico Hülkenberg de rentrer dans les points. Il y a eu une optimisation qui était folle. On peut vraiment saluer le travail d'Ayao Komatsu. En à peine un an, il a réussi à insuffler un souffle à cette écurie qui est dingue, qui est vraiment impressionnant. Et puis il y a eu quand même 21 entrées dans les points cette saison en 24 courses. Alors c'est sprint compris, mais... Enfin, c'est fabuleux quoi, ce qu'ils ont réussi à faire. Il faut rappeler quand même le contexte, c'est que normalement, les places dans les points sont déjà prises. Il y a les 4 top teams qui en prennent 8, et normalement, les 2 autres places, c'est pour Aston Martin. Et malgré cela, ils sont presque tout le temps dans le top 10, et ce qui est impressionnant, c'est leur régularité, parce que, voilà, par rapport à Alpine, qui franchement, enfin, c'est une injustice hein, qu'Alpine finisse devant eux, qu'on se le dise, As mérite cette 6ème place tous les jours. Alpine, tout se joue sur 2-3 courses, enfin tout se joue sur le Brésil en vrai, tout se joue sur ce double podium, alors que, je reprends quand même la saison de As, mais les points, ils les inscrivent par grappe quoi, c'est 1, 3, 1, 2, 12, 8, 1, 1, 2, 7, 8, 4, 4, 4. C'est à chaque fois des petits points par-ci, des petits points par-là, qui prouvent que chaque week-end, l'optimisation est parfaite. Au final, ça donne, je pense, la meilleure saison de l'écurie américaine depuis qu'ils sont arrivés en Formule 1. Certes, ça aurait dû être une 6ème place, mais on va saluer leur boulot tout au long de l'année. Et puis on a envie de voir la suite maintenant, parce que l'année prochaine, il y a Esteban Ocon qui arrive, il y a Oliver Berman, le duo de pilotes, il est fou. Et puis il y a ce partenariat avec Toyota, quoi. As a décoté un partenariat avec Toyota. C'est peut-être la première fois depuis qu'ils sont arrivés en Formule 1 que je suis hypé pour cette écurie et que j'ai vraiment envie de saluer leur boulot cette année. Nico Hülkenberg, 16 sur 20. Bravo monsieur, quelle saison! Rappelons qu'il a 37 ans et qu'il a passé quand même 3 saisons en dehors de la Formule 1, entre 2020 et 2022. Ok, il est super sub, mais il n'est plus titulaire. Et ce retour, enfin c'est... Je suis bluffé par cette saison de Nico Hülkenberg. Il a été à l'image de son écurie, hyper régulier, et puis quand même hyper rapide, quoi. Il y a 11 Q3 cette saison et je ne compte pas les sprints. C'est... Ouais, j'ai rien d'autre à dire à part bravo, et j'aurais vraiment aimé et j'aimerais vraiment qu'à l'avenir il décroche ce podium qu'il n'a toujours pas en Formule 1, mais que franchement, il mérite. C'est un très bon pilote de notre génération. Magnussen, 12 sur 20, le Danois malheureusement souffre de la comparaison avec son coéquipier qui l'a dominé sur l'ensemble de la saison. Il a aussi dû l'aider à certains moments clés et il n'en était pas franchement ravi, mais s'il a dû l'aider, c'est qu'il était derrière aussi. Il y a eu
surtout en début de saison, un petit peu trop de manœuvres limites qui lui ont finalement valu une suspension à Bakou, bon, qui là pour le coup était pas franchement méritée, mais je veux quand même appuyer le fait qu'il finit vraiment bien cette saison, il y avait vraiment du rythme, plusieurs opportunités où il a pas eu de bol, où la stratégie n'est pas allée dans son sens, donc voilà, Kevin Magnussen, belle carrière en Formule 1 quand même malgré tout, hein, il est arrivé il y a plus de 10 ans, enfin en 2014, donc ouais, il y a 10 ans, et ouais, c'est une belle carrière, ce retour on l'attendait pas, il n'est pas extraordinaire, mais franchement c'est très correct. Racing Bulls 12 sur 20, c'est un flop ça aussi, enfin désolé, hein, il y a eu quelques belles performances, ils se sont battus pendant la plupart de la saison pour la 6ème place du classement constructeur, mais déjà au final ils l'ont pas et pas du tout, ils sont 8ème, et ouais au global par rapport à ce qu'on nous a annoncé en début d'année, on va quand même rappeler qu'on nous parlait de top 5, de peut-être jouer un petit podium dans la saison, on en est très très loin, alors la saison n'est pas catastrophique, hein, mais ouais par rapport aux objectifs qu'on nous avait annoncés, en fait, c'est vraiment redevenu une écurie de jeunes pilotes, quoi. C'est redevenu une écurie qui forme les pilotes pour Red Bull. C'est un petit peu triste, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce que il y a Liam Lawson qui méritait sa chance, il y a, on l'espère, Isaac Hadjar qui arrivera l'année prochaine. Mais ouais, par rapport au projet AlphaTauri, qui était de transformer l'écurie fille de Red Bull en une écurie sœur, et puis l'ADN AlphaTauri, quoi, il y avait un truc quand même, il y avait, ouais bon c'était associé à une marque de vêtements, mais il y avait un nom, il y avait un flow, il y avait une identité. Là, Visa, Cash App, machin, j'ai même pas envie de leur dire en entier, c'est... Enfin, vous nous saoulez en fait, c'est... Non merci, rendez-nous AlphaTauri. Yuki Tsunoda, 13 sur 20, bonne saison, régulier. Il n'y a pas eu de coup d'éclat, malheureusement, il y a cette 3ème place en qualification au Brésil, certes, mais malheureusement elle n'est pas convertie pendant la course à cause de la stratégie. C'est un pilote dont j'ai l'impression que là ça y est, on a vu le potentiel, quoi, 4 saisons. Normalement, Franz Tost disait c'est 3 saisons pour voir tout le potentiel d'un pilote. En 2 ça se fait en vrai, et ouais 4 là on a largement dépassé le bail, l'année prochaine il sera encore là parce que Red Bull est partenaire avec Honda pour une dernière année donc on n'allait pas le virer, mais voilà on a vu ce qu'il y avait à voir, soit donnez-lui un baquet dans une autre écurie de milieu de fond de peloton, hein. Franchement il a sa place en Formule 1, mais bon s'il part ce sera pas un drame non plus, et puis il y a encore des crises de colère qui, enfin franchement non là c'est 4ème saison grandit un peu. Daniel Ricciardo, 4 sur 20 pour sa 4ème place à Miami. C'est la seule bonne perf dont je me souvienne. Voilà, lui qui rêvait de sortir, enfin en tout cas de plutôt retrouver le plus haut niveau avec Red Bull et de sortir par la grande porte. Malheureusement, il en a fini assez loin. C'était pas catastrophique, c'était vraiment pas bon quoi. C'était triste en fait. Hein. Daniel Ricciardo s'est complètement perdu depuis son départ chez McLaren. Je l'aime beaucoup ce pilote, ça m'a vraiment fait de la peine, mais ouais là il valait mieux que ça s'arrête. Franchement il était temps que ça s'arrête, la sortie est triste parce qu'on n'a même pas voulu nous dire que c'était sa dernière course, mais sincèrement, ouais, c'est dommage. Liam Lawson, 14 sur 20, je sais que la note peut paraître un petit peu élevée parce que j'en ai vu plusieurs qui étaient déçus finalement. Je pense qu'on en a un petit peu trop attendu de Liam Lawson. On en a trop attendu parce qu'on savait que le baquet Red Bull était à portée de main et qu'il avait 2-3 bonnes perfs à faire et on allait lui donner. Maintenant, il y en a eu quand même des bonnes perfs. Je pense surtout à son retour en Formule 1 du coup à Austin où il part dernier et remonte 9ème. C'est quand même une perf assez dingue. Alors oui, derrière, parfois il est battu par Tsunoda, parfois il y a quelques erreurs. Enfin, c'est un pilote qui a 11 Grands Prix en Formule 1 et franchement, c'est 11 très bons Grands Prix. Bon, peut-être pas les 11, mais cette année, il a plutôt été vraiment bon quoi sur cette fin de saison. Alors, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est trop tôt pour Red Bull. Hein. Ça, s'ils le mettent dans la voiture, enfin, ils vont sûrement le mettre, mais il n'est pas prêt et je vois pas comment ça va marcher. Mais voilà, son retour est quand même plutôt bon et sa place au moins chez Racing Bulls, il la mérite. Après, bon, si ça libère une place pour Isaac Hadjar, nous, on va pas se plaindre. Williams, 11 sur 20, même si on nous avait dit de nous attendre à rien, je pense qu'on a tous quand même été un petit peu déçus, et pour cause, l'année dernière ils étaient 7ème du classement constructeur, cette année ils sont seulement 9ème, il y a eu beaucoup de crashs, vraiment, il y a eu 17 points pour 17 accidents, donc à peu près, hein. C'est quand même assez inquiétant. Alors certes,
il y a un gros travail de l'ombre qui est en train d'être fait, et personnellement j'ai vraiment confiance en James Valls pour réussir à restructurer cette équipe qui, justement sur le plan structurel, a un énorme retard qui a été pris sur les 20 dernières années par rapport à tout le reste de la grille. Maintenant, on peut pas s'empêcher quand même d'être déçu par cette saison, déçu notamment par les performances des pilotes, on va en parler, mais ouais, on attendait... Certes, on doit attendre 2026, et 2025 sera sans doute encore pire, mais du coup, pour le moment, c'est un peu frustrant. Alex Albon, 11 sur 20, là aussi, c'est peut-être lui, le flop de 2024, même si il a été le leader de Williams et il a inscrit l'essentiel des points, c'était décevant. Surtout, il y a eu une hype de fou l'année dernière autour de lui, on se disait qu'il était prêt à retourner dans un top team, là il apparaît quand même comme un leader assez friable, et un leader qui est justement pas forcément prêt à revenir dans un top team. Ouais, il y a eu trop d'accidents, c'est lui qui a eu le plus d'accidents cette année, et pas assez de gros coups d'éclat, la voiture l'aidait certainement pas, mais même face à Colapinto quand même, il a été battu à plusieurs reprises en qualification, donc ouais, un petit peu frustrant, et surtout là l'année prochaine il y a un gros test qui l'attend face à Carlos Sainz qui lui est exactement l'inverse, c'est peut-être le pilote le plus solide mentalement de la grille, donc bon courage Alex Albon, et franchement j'ai hâte de voir. Logan Sargent, 5 sur 20, en 2 mots, voilà, j'ai quand même envie d'être gentil, il a cassé un petit peu moins de voitures que l'année dernière, il n'avait juste pas le rythme, et finalement c'était logique de le remplacer, et malheureusement pour lui, on l'a assez vite oublié quoi, donc merci Logan, et bon courage en IndyCar. Franco Colapinto, 13 sur 20, c'était une très très bonne surprise, tellement, en fait on l'attendait tellement pas Franco Colapinto, enfin, personne n'aurait pu prédire qu'il y aurait des bons résultats, que du coup la hype est montée beaucoup trop vite, en fait il y a eu 2 bonnes perfs, et d'un coup on s'est dit oulala, il va aller chez Red Bull. Faut doser un petit peu, faut lui laisser le temps d'apprendre. C'est aussi pas la même chose de performer une fois et de faire des coups d'éclat que de construire une saison solide. Hein, voilà, on se souvient de l'exemple Nyck de Vries, là on a été sur le point de reproduire exactement la même chose. Mais bon, heureusement il y a eu 9 Grands Prix, donc on a quand même eu un peu plus le temps de l'évaluer. Et finalement c'est un pilote, ses résultats ont été à son image quoi. C'est un mec qui n'a pas grand chose à faire honnêtement, qui est très décomplexé, qui est très insouciant, qui va très vite, hein, donc il est tout de suite arrivé à son niveau de performance maximal, ce qui fait que notamment à Bakou il a été énorme, il a devancé Alex Albon à plusieurs reprises en qualification, mais derrière sur la fin de saison, lui aussi il a cassé beaucoup trop de voitures malheureusement, le plafond de verre, il l'a fracassé et il est retombé 3 étages plus bas, donc ouais, ça fait partie aussi de l'apprentissage, il y en a eu un peu trop en fin d'année malheureusement, en espérant quand même qu'il ait une deuxième chance en Formule 1, je pense pas que ce soit le plus grand crack de sa génération, mais il a quand même quelque chose à apporter, et notamment sur le plan de la personnalité, c'est un gamin qui a plu à pas mal de monde dans le paddock, donc ouais, envie de le revoir par la suite. Et allez, steak 4 sur 20, voilà, on va finir cette vidéo qui est déjà trop longue parce que franchement, il n'y a rien à dire. 4, c'est pour les 4 points de Joe au Qatar, c'est tout. Sinon, il n'y a rien qui va sur toute l'année. Bon, la perf, ils sont nulle part, les améliorations, ça apporte pas grand chose. Même quand il y a un regain de performance en fin d'année, ils comprennent pas trop pourquoi. Bon, allez, bravo Joe, il y a eu ces points au Qatar, il y a eu la Q3 de Bottas à Abu Dhabi qui derrière est magnifiquement ruinée en course. Mais sinon, ouais, le pire, c'est que c'est même pas que sur le plan de la performance, sur le plan opérationnel aussi, le nombre d'arrêts au stand ratés qu'on a vu, enfin, il n'y a rien qui va dans cette équipe, c'est une équipe qui n'est pas du tout en confiance, c'est pour ça que c'est d'autant plus inquiétant pour le projet Audi, on en a parlé pas mal dans la vidéo sur Gabriele Bortoleto que je vous invite à aller voir. Mais ouais, pour la suite, c'est assez inquiétant. Il y a eu ce changement de management aussi en milieu de saison qui n'est pas forcément rassurant. Bon, maintenant, Mattia Binotto est à la tête du navire. On va attendre de voir, mais cette équipe va très très mal. Bon, et puis Joey Bottas, franchement, pareil, j'ai pas envie de les noter, et là, c'est même pas que je les aime pas ou quoi, c'est juste, comment est-ce que vous voulez les évaluer avec une telle poubelle, quoi. Ils peuvent faire la plus belle course de leur carrière, on n'en parlera pas, on les verra pas, donc ouais, j'ai pas envie de les enterrer ou quoi que ce soit. Merci, et surtout bonne chance pour le prochain chapitre de votre carrière. Voilà, Bottas, il était temps que ça s'arrête. Joe, on a vu ce qu'on avait à voir. Salut les gars.
Voilà donc pour mon bilan de cette saison 2024 de Formule 1. N'hésitez pas à me donner vos notes dans les commentaires, j'en suis extrêmement curieux. Et puis surtout, je l'ai répété à plusieurs reprises dans cette vidéo, mais maintenant ça y est, je suis extrêmement impatient du début de la saison 2025 de Formule 1. Même si la pause va faire du bien, là franchement, on est peut-être à l'aube de la saison la plus folle de l'histoire de la Formule 1. Je sais que je me mouille et que j'ai pas trop envie de m'emballer non plus, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a tous les ingrédients pour avoir une saison de dingue l'année prochaine. On va avoir la dernière année avant une nouvelle réglementation. Cette année, on avait 4 équipes qui ont gagné. Le milieu de peloton est hyper serré. Les écarts au global sont hyper resserrés. Bref, j'ai hâte d'être au 16 mars, le Grand Prix d'Australie, le début de la saison 2025 de Formule 1. On sera là.